Le soldat romain tardif était-il vraiment si dégénéré et inférieur comparé aux légionnaires de la fin de la République romaine et du début à la mi-empire romain? L'équipement de la fin de l'Empire romain était-il vraiment si inférieur et la discipline vraiment si déclinée par rapport à celle du légionnaire des temps précédents? Eh bien, amis de l'histoire romaine, j'espère pouvoir vous montrer que même si à première vue cela peut sembler ainsi, en réalité le soldat romain tardif était un combattant aussi redoutable que le légionnaire du début. J'ai déjà, dans une autre vidéo, montré que l'armée romaine tardive dans son ensemble n'était pas inférieure à l'armée romaine précoce. Les comitatens et limitanei, pris dans leur ensemble, il s'avère, étaient en réalité une force de combat redoutable et nous avons découvert que l'Empire romain ne s'est pas effondré à cause de leur infériorité, mais parce que, premièrement, la dernière armée romaine a été successivement détruite principalement dans les guerres civiles constantes, bien plus que dans les confrontations avec les envahisseurs barbares, et deuxièmement, les nouvelles recrues étaient vraiment difficiles à trouver dans le dernier empire, car le salaire d'un soldat était déjà bien diminué par rapport aux soldats romains du début. Le deuxième point est lié à la dépréciation de la monnaie romaine. J'ai abordé ces sujets dans ces deux vidéos ici, dans lesquelles j'ai analysé l'armée romaine dans son ensemble. Mais maintenant, j'aimerais examiner les soldats individuels de l'armée romaine tardive et précoce et voir s'il est vraiment vrai que leur équipement s'est tellement détérioré et qu'ils étaient absolument inférieurs à un légionnaire précoce. Si nous examinons l'armée romaine du début, et par là je veux dire l'armée romaine après les réformes du légendaire Gaius Marius en 107 avant Jésus-Christ, qui a complètement réformé l'armée romaine en le célèbre système de légions et auxiliaires, avec un équipement devenu si célèbre. Après Marius, l'armée romaine était composée de soldats professionnels hautement entraînés, qui s'engageaient au service de Rome, recevaient un très bon salaire et obtenaient même une belle portion de terre après avoir servi Rome pendant 20 ans. De l'époque de Marius jusqu'à celle de Caracalla, donc pendant plus de 300 ans, on estime qu'il y avait environ 200 000 légionnaires. Donc, il y avait les unités d'élite avec l'équipement supérieur et qui auraient la citoyenneté romaine, composée donc de Romains italiques, et puis il y avait au moins autant, probablement plus, environ 300 000 troupes auxiliaires qui seraient recrutées parmi les populations locales des provinces romaines non italiques qui n'étaient pas citoyens romains. Le légionnaire romain du début de l'Empire est ce qui est généralement représenté dans les médias lorsqu'on parle de l'armée romaine. Il était équipé d'un casque de type Galea, de l'armure de combat Lorica segmentata, c'est l'armure de combat segmentée célèbre, puis d'un bouclier rectangulaire appelé scutum, ensuite d'une lance de jet appelée pilum, et de l'épée courte romaine appelée gladius, bien que l'on débatte encore de la fréquence réelle de cet équipement. Par exemple, l'armure de Lorica segmentata était vraiment très exigeante en termes d'entretien, et il est donc parfois pensé que tous les légionnaires ne portèrent pas une telle armure, mais que la cotte de maille, la Lorica amata, ou l'armure en écaille, la Lorica squamata, était en réalité utilisée plus fréquemment. Quelques unités spécialisées, comme celles employant des armes de siège, par exemple des balistes et des onagres, faisaient également partie de la légion typique. Maintenant, si nous comparons le légionnaire aux soldats auxiliaires, nous remarquons immédiatement que l'équipement semble moins impressionnant. Au lieu de la Lorica segmentata, il portait veille par défaut la Lorica amata, et avec généralement un bouclier ovale au lieu du scutum. En réalité, cet équipement leur permettait d'être plus flexibles, et ainsi, ils n'étaient pas en soi inférieurs aux légions. Mais bien sûr, il y avait aussi des unités de cavalerie faisant partie des forces auxiliaires, qui peuvent être divisées en lanciers lourdement blindés et en cavalerie légère. Mais aussi les foederati, soldats alliés de tribus étrangères, étaient parfois déjà utilisés dans les auxilia comme en témoigne la colonne de Trajane. Cela signifie donc que, pour avoir une force de combat équilibrée, les légions devraient être accompagnées de troupes auxiliaires, afin d'avoir également des unités de cavalerie ou d'archers dans le mélange des combattants. Et c'était essentiellement un système qui est resté ainsi avec quelques modifications mineures jusqu'à la crise du IIIe siècle. Comme si souvent dans l'histoire romaine, c'est à nouveau lors de la crise du IIIe siècle que les choses commencent à changer de manière spectaculaire. Mais avant cela, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo future sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube,
car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais surtout remercier notre nouveau soutien Patreon, Sol Invictus, votre ami Aurélien. Merci beaucoup, ton garçon Aurélien, pour soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube, et j'aimerais vraiment remercier chacun et tout le monde qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci, mon ami Thiago. Maintenant, afin d'être plus polyvalente et de mieux se défendre contre les invasions barbares de plus en plus nombreuses et agressives, il était nécessaire de réformer ou d'adapter l'ancien système légionnaire et auxiliaire du début de l'Empire. Déjà en 211 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla accorda la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de tout l'Empire romain. Ainsi, la distinction entre les légions et les auxiliaires n'avait plus de sens, puisque les auxiliaires étaient désormais également citoyens romains et pas seulement les légions italiques. Puis les nombreuses incursions barbares des Alamans, Utungi, Vandales, Burgondes et Goths, pendant le chaos du milieu du IIIe siècle, ont rendu nécessaire de pouvoir déployer des troupes dans des régions frontalières très différentes plus rapidement. Ainsi, un équipement plus léger, polyvalent, facile à entretenir et à réparer était nécessaire. C'est probablement la raison pour laquelle, après 250 après Jésus-Christ, nous verrions de moins en moins l'utilisation de la lorica segmentata. Même si nous avons tous absolument adoré l'apparence de cette armure, elle était vraiment difficile à produire et à réparer, et elle a donc progressivement cédé la place à la lorica amata et la squamata. Cela ne veut pas dire que nous n'aurions pas vu une seule lorica segmentata utilisée au IVe siècle, mais la vision aurait été rare. L'archéologie ne peut pas nous donner une réponse définitive quant à la dernière utilisation de la lorica segmentata, mais j'aime personnellement imaginer qu'il pourrait y avoir eu 1 ou 2 soldats ultra-traditionnalistes, peut-être même jusqu'à l'époque de Majorien, cherchant à raviver le style de combat d'autrefois ou à faire revivre les anciennes méthodes en portant une lorica segmentata. Mais nous n'aurons peut-être jamais de réponse satisfaisante à cette notion fascinante. En CE qui concerne les unités à cheval, une utilisation agressive de la cavalerie par les Perses, les Sarmates et plus tard les Huns a rendu absolument nécessaire de mettre beaucoup plus l'accent sur la cavalerie. Ici, l'empereur Gallienus, bien trop sous-estimé, est assez remarquable, car il avait déjà compris cette nécessité, et c'est lui qui a créé un corps de cavalerie de réserve mobile, afin de pouvoir répondre très rapidement aux menaces de l'Empire. La taille de la Légion commencerait également à être réduite, ne consistant plus en environ 5200 hommes comme à l'époque du début de l'Empire, mais plutôt en 1500 hommes répartis en plusieurs unités légionnaires. Ainsi, ce furent les années tumultueuses de 230 à environ 280 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain faillit tomber, que les unités militaires changèrent radicalement. Les légions et auxiliaires classiques ont cédé la place aux comitatens et les mitanei. Les comitatens étaient essentiellement la continuité des légions, et étaient techniquement toujours des légions, mais comme je l'ai dit, de taille plus petite. Toutefois, l'équipement utilisé a vraiment changé. Afin d'être plus flexible et mieux adapté aux nouveaux ennemis de Rome, le soldat typique du comitatus portait désormais un type de casque différent. Il était plus enveloppant et aurait peut-être offert une meilleure protection. Et comme nous l'avons dit, l'armure préférée n'était plus la lorica segmentata, mais une lorica amata ou squamata. Les unités dans les rangs arrière n'avaient souvent pas d'armure, probablement en raison des coûts et des raisons d'efficacité. Ainsi, les unités lourdement blindées se battraient à l'avant, tandis que les unités légèrement blindées se battraient à l'arrière. Le plus souvent, comme cela était logique, ces unités qui ne portèrent pas d'armure étaient utilisées comme archers. Ils portaient un clamus, un type de manteau, une tunique, des pantalons, un chapeau appelé le pileus panunicus, et non plus un gladius, mais une longue épée appelée la spata. On peut voir qu'ils avaient déjà beaucoup plus l'air médiéval. Comparez cela à une unité plus lourdement blindée qui portait un casque de type crête ou grenier, et nous pouvons déjà deviner que c'était vraiment très différent des anciennes légions auxquelles nous pensons normalement lorsque nous imaginons l'armée romaine. Mais ces comitatens étaient des unités d'élite, et nous ne devrions pas commettre l'erreur de les sous-estimer. Oui, au premier coup d'œil, ils peuvent ne pas paraître aussi impressionnants que les légions d'autrefois, mais ils étaient mieux adaptés pour faire face aux ennemis du IVe siècle et des siècles suivants.
Leur équipement reflétait la nécessité de l'époque. Leurs longues lances et leurs épées longues, spata, leur permettaient une portée supérieure à celle du légionnaire classique. Leurs casques à crête étaient plus fermés et offraient donc probablement une meilleure protection. Leurs boucliers ovales étaient peut-être plus faciles à entretenir et moins chers à produire, tout en offrant une plus grande polyvalence en C qui concerne des situations de combat très différentes. Les différents types de poids lourds comptent. L'armure légère permettait une utilisation plus économique de l'équipement et les unités légèrement blindées n'étaient pas ralenties par l'armure lourde et pouvaient donc changer de position plus rapidement. Tous ces changements ont rendu les armées de campagne des Comitatenses très polyvalentes, adaptées pour faire face à toutes sortes de menaces différentes auxquelles l'Empire serait confronté. Comme je l'ai dit, il y avait une importance accrue sur la cavalerie, et la cavalerie romaine tardive utilisait des cataphractaires, des cavaliers d'élite lourdement armés. Cependant, même dans l'Empire occidental tardif, il y avait encore une plus grande importance accordée à l'infanterie. Ainsi, les légions Comitatenses étaient vraiment une force de combat redoutable et, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'armée de l'Ouest s'est dissoute à cause des guerres civiles constantes et de l'incapacité à recruter de nouvelles troupes en raison de la mauvaise situation économique et du faible salaire des soldats, ceux qui, à un moment donné, avaient rendu extrêmement peu attrayant de rejoindre les légions. Une pratique très courante, surtout en Italie au IVe et Ve siècle, afin d'éviter la conscription, comme décrit par le défunt historien romain Ammien Marcellin. Les Limitanei, d'autre part, les troupes frontalières, étaient souvent recrutées parmi les tribus locales, de manière similaire aux unités auxiliaires d'autrefois. Leur équipement était parfois différent de celui des Comitatenses, mais en général, ceux-ci étaient stationnaires aux frontières, où les incursions barbares se produisaient plus fréquemment après le IVe siècle, tandis que les Comitatenses constituaient la colonne vertébrale militaire massive qui pouvait, en CA de besoins urgents, être envoyée à travers l'Empire pour renforcer les Limitanei là où cela était nécessaire. Et le soldat romain tardif n'était pas inférieur aux légionnaires des débuts, son équipement était mieux adapté aux besoins de l'époque et en réalité, les Romains remportèrent de nombreuses victoires gigantesques contre les envahisseurs germaniques jusqu'à la toute fin. En ce qui concerne la prétendue baisse de discipline, nous devrions être très prudents ici, car cette théorie provient en grande partie de Végès, un écrivain de la fin du IVe ou du début du Ve siècle, qui était un traditionnaliste et pensait que les anciennes méthodes de l'armée romaine étaient meilleures. Il a défendu l'idée que l'armée romaine tardive était indisciplinée et dégénérée par rapport aux légions impériales précoces, et cette notion a fascinamment survécu jusqu'à nos jours. Nous constatons à nouveau comment nos visions modernes sont parfois encore dictées et influencées par des écrivains anciens d'il y a 1500 années. Je vais devoir réaliser une vidéo sur la manière dont notre vision de l'histoire romaine est très biaisée, car elle provient souvent d'historiens et d'auteurs qui étaient eux-mêmes biaisés. Mais l'armée de cette époque ne peut pas avoir été si dégénérée, car Stilicone a remporté d'immenses victoires contre de nombreux envahisseurs germaniques différents, même au début des années 400, les battant à maintes reprises. Puis plus tard, Constance III a connu un grand succès contre les envahisseurs germaniques. Ils ont tous encore remporté d'énormes victoires avec ses Comitatenses et Limitanei, et ils se sont lentement dissous au cours du Ve siècle à l'ouest, car à un moment donné, il n'y avait tout simplement plus assez de revenus fiscaux pour recruter de nouvelles troupes de haute qualité, et le salaire et les incitations à devenir soldats s'étaient tout simplement trop détériorés. Ainsi, à l'époque de Magorian, la plupart des troupes étaient déjà entièrement recrutées parmi les tribus germaniques et étaient composées de fédérés barbares. Mais les Comitatenses et les Limitanei ont survécu dans l'Empire romain d'Orient et en fait, la dernière légion romaine, la Legio Quinta Macedonica, peut être retracée jusqu'à la conquête arabe et elle est mentionnée pour la dernière fois en 637 après Jésus-Christ, 700 ans après sa fondation. C'était donc au 7e siècle que ces anciennes unités militaires romaines se sont transformées à nouveau en armée romaine orientale ou byzantine, sur laquelle bien sûr je devrais réaliser une vidéo entière, car même si elles étaient différentes, de nombreuses tactiques, stratégies et équipements romains ont survécu jusqu'au Moyen Âge dans l'Empire romain d'Orient.
Et si vous êtes intéressé par en apprendre davantage sur la manière dont l'armée romaine s'est transformée du début à la fin de l'Empire, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la raison pour laquelle l'armée romaine tardive a eu tant de mal à trouver de nouvelles recrues, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, je vous remercie et portez-vous bien.